Dans ce domaine, les adeptes et les tenants d'une certaine pédagogie du doute, qui nous permet de comprendre que les vérités partielles auxquelles nous pouvons arriver lors de notre progression sur le chemin ne doivent jamais se transformer dans ces certitudes définitives au nom desquelles les êtres humains ont si souvent allumé les bûchers de la haine et si rarement fait briller les lumières de l'esprit. Lumière du cœur à présent, celle de la fraternité, puisqu'il est question de éthique et fraternité. La fraternité maçonnique, c'est quoi? C'est le plaisir que nous avons à travailler ensemble dans nos loges, dans nos tenues. C'est le plaisir de la rencontre, de l'échange intellectuel. C'est le plaisir de la fécondation mutuelle des consciences et des intelligences, la démarche étant incontestablement une démarche à la fois individuelle et collective. Je ne reviens pas là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure. Je peux préciser les choses, mais je veux avancer vers la conclusion. C'est incontestablement cela. C'est aussi le plaisir, après les tenues, de cette rencontre au moment des agapes, car les agapes, c'est le moment où on desserre un peu la ceinture, et puis voilà, et on se fait plaisir, et ça fait du bien. Voilà. La fraternité, c'est tout ça, mais c'est plus que ça, bien entendu. Si ce n'était que cela, ça ne suffirait pas. C'est quoi? C'est la volonté de se donner un destin commun fondé sur des valeurs communes, se donner un destin commun fondé sur des valeurs communes, de liberté, d'égalité, de tolérance, de respect et de revendication d'égale dignité pour tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, de liberté incontestablement civile et citoyenne. Tout à fait entre nous, c'est plus facile de défiler au nom de la liberté dans les pays comme les nôtres que d'aller le faire dans les pays dont les citoyens sont privés de cette liberté. Et là aussi, je trouve que parfois, nous voulons donner des leçons et nous ferions mieux de donner l'exemple. Je ferme la parenthèse, c'est une remarque que je m'adresse à moi-même. Il est confortable de parler de liberté et de nécessité de la liberté en levant le poing dans des pays où on est libre. Voilà. Liberté civile et citoyenne, mais aussi liberté, construction de la liberté de chacun en soi-même pour devenir véritablement le sujet de ses pensées, de ses décisions et de ses actions, c'est-à-dire être capable de mettre à la place des déterminations de tous ordres qui nous traversent, psychologiques par exemple, la construction d'un véritable sujet humain, capable de dire « je » en sachant et en comprenant ce qu'il y a dans le « je » lorsqu'il le prononce. Égalité de droits, mais aussi de devoirs. Point essentiel que nos sociétés modernes oublient assez fréquemment et confondent avec l'égalitarisme forcené de ceux qui, considérant qu'ils sont naturellement égaux en droit, peuvent s'exonérer d'être obligatoirement égaux en devoir. S'exonérer de cette égalité en devoir pour se mettre à l'abri de l'exigence de ce concept. Égalité de droits et de devoirs, nous avons l'habitude de dire que il y a plusieurs demeures dans la maison du Père et tous ont le droit d'y être bien accueillis, à condition, pour pouvoir bénéficier des droits, de respecter également les devoirs qui s'imposent dans la maison et de ne pas venir pour casser la maison. Est-ce que la fraternité, ce n'est que cela? Non, c'est plus que cela. La fraternité, c'est quelque chose comme la capacité à s'aimer. S'aimer en tout bien, tout honneur, évidemment. S'aimer, non pas en se regardant les uns les autres dans une posture de stupéfaction, médusée, mais s'aimer en essayant de développer la capacité à mettre de l'autre, majuscule, dans son propre regard. Mettre de l'autre, mettre de l'altérité dans son regard, pour échanger les visions, oui, absolument. Et pour passer ainsi de la belle, de la nécessaire, de l'indispensable tolérance à quelque chose de plus qui serait comme la reconnaissance incontestable de l'altérité qui exige comme son corollaire la réciprocité des consciences, la fraternité. Oui, c'est ça aussi. S'il fallait donner un exemple sur la manière de la construire, on pourrait citer celui d'un homme qui, il y a 25 siècles déjà, avait attiré notre attention sur cette nécessité de l'échange et du dialogue. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien écrit, jamais, mais qui, par la puissance de son verbe, a transformé le monde. Il faut dire qu'il a eu un exégète exceptionnel,
qui s'appelait Platon, puisque c'est de Socrate qu'il s'agit. Socrate qui est considéré par nous, dans nos rituels, comme une des références de la sagesse de l'humanité. Il n'est pas le seul, mais il en fait partie. Socrate qui nous a appris à exercer notre raison dans l'échange et le dialogue avec les autres pour nous faire comprendre que le rationnel de nos intelligences devait toujours être équilibré par le raisonnable de nos comportements pour ne pas se transformer en un rationalisme sectaire et figé. Et du rationnel, il en faut évidemment pour construire une œuvre, quelle qu'elle soit. Et quoi de plus rationnel que ces outils de la rationalité que sont par exemple le maillet et le ciseau, outils symboliques. Pour ce qui me concerne, en tant que maçon, j'ai tapé 2 fois sur une pierre. Une première fois, une deuxième. Mais je ne sais pas tailler les pierres du tout. Mais ce sont des outils qui inspirent notre démarche. Et ces instruments que sont, parmi les plus connus, l'équerre et le compas. Quoi de plus rationnel que ce travail qui consiste à concevoir les plans d'un édifice, assurer les fondations, élever les murs, aménager les ouvertures et mettre l'édifice à couvert par une clé de voûte. Mais pour être clair, là aussi, le rationnel seul ne suffit pas et peut même se transformer en barbarie technologique qui se manifeste lorsque la pensée et la mise en œuvre de la technique et de la science deviennent des valeurs supérieures à la pensée de l'humain. Pour quelle raison ? La rationalité, ça peut être tranchant comme la lame d'un rasoir. Parce que tout simplement, la conscience morale, l'amour et la bienveillance pour les autres ne sont pas naturellement dissimulés dans les plis de son manteau. Et nous savons tous ici que les systèmes qui ont soumis les êtres humains à l'obsession totalitaire l'ont fait en général au moyen d'une rationalité pathologique impitoyable, machine à broyer les consciences et les corps de tous ceux qui n'en acceptaient pas la logique instrumentale. Et le rationnel a donc besoin du raisonnable, alors quand bien même l'origine sur le plan étymologique est la même. Le rationnel de nos intelligences a besoin du raisonnable éthique de nos comportements pour ne pas devenir un rationalisme sectaire et figé. Par conséquent, exercice du raisonnable comme capacité à tenir compte des incertitudes de la pensée humaine et se protéger des éblouissements. Capacité à tenir compte des incertitudes de la pensée humaine et à mettre dans notre regard la bienveillance que nous devons à nos sœurs et frères en humanité pour cette seule et simple raison qu'ils sont, nos frères et sœurs en humanité. Pourquoi Socrate ? Parce qu'il y a 25 siècles déjà, Socrate nous dit et nous interpelle. À quoi servirait, dit-il, l'acharnement à connaître s'il ne devait que aboutir à l'accumulation de savoir et non pas, autant que faire se peut, à une certaine sagesse. À une certaine sagesse. Sagesse comme vertu, devant traverser toutes les vertus, et qui renvoie à cette très belle expression de notre frère Montesquieu, il fut maçon. La parfaite raison, dit-il, fuit les extrémités et veut que l'on soit sage aussi, avec sobriété. Eh bien, moi je trouve que ça a de la gueule. Et quand le maçon Montesquieu le dit, lui qui a inauguré en quelque sorte la pensée politique moderne, eh bien, nous aurions tort de ne pas entendre ce qui passe dans le subliminal de cette formidable expression. Il va falloir conclure. Vouloir réaliser et construire son humanité en soi et autour de soi et contribuer à la construction d'une humanité plus équitable et plus juste nécessite, et en s'appuyant sur ces 3 dimensions du génie humain que j'ai évoquées dans mon intervention, qui sont le génie de la rationalité. D'ailleurs, on pourrait, en évoquant ces 3 dimensions du génie humain, l'illustrer, ou de manière allégorique ou analogique plutôt, par le fait que la rationalité des intelligences est ce qui permet à l'être humain de descendre le plus profond possible dans le réel pour le comprendre, éventuellement par le biais de modèles à élaborer pour le comprendre, c'est évident, et on sait que les modèles ne représentent pas la réalité.
mais qu'ils sont une représentation par définition. Parce que la réalité elle-même, on a du mal à y accéder. Donc, le génie de la rationalité, c'est celui qui permet de comprendre le réel pour le maîtriser, le transformer. Le génie de l'éthique, c'est cette dimension horizontale qui permet la rencontre et le vivre ensemble des êtres humains. Et la dimension spirituelle, c'est celle qui permet à l'être humain de se construire en se mettant en tension vers un au-delà qui le dépasse. Eh bien, lorsqu'on veut construire son humanité en s'appuyant sur ces trois dimensions de notre génie, cela nécessite de connaître ce monde le plus et le mieux possible, pour s'y accomplir le plus et le mieux possible, dans l'interdépendance choisie et assumée des consciences individuelles. L'être humain, dans sa seule dimension biologique ou matérielle ou individuelle, est une dimension destinée à être dépassée. C'est la raison pour laquelle nous croyons fondamentalement que nous avons incontestablement, en ce début du XXIe siècle, un rendez-vous avec l'histoire. Ouais. Parce que je crois, et quand je le dis, je ne suis pas le seul, évidemment, je crois que les concepts anciens sur lesquels nous avons bâti notre culture et notre société sont pour une part des concepts qui ont fait faillite, et malheureusement, dans ce que j'évoquais en préambule. Les deux guerres, les camps, les goulags et Hiroshima, qui a été une culmination de ce que la science peut apporter de pire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le XXIe siècle serait idéalement celui où l'on refonderait un nouvel humanisme, sans frapper de nuances péjoratives nos prédécesseurs du XVIIIe qui ont élaboré avec les hommes de la Renaissance les concepts sur lesquels nous avons bâti l'humanisme, qui est pour nous une valeur, mais qui malheureusement a été laminé par ces barbaries terrifiantes de la première moitié du XXe, et pourquoi pas encore un peu plus loin, ouais, de la deuxième moitié aussi, de la seconde moitié. Ça veut dire quoi? Vous connaissez la formule peut-être évoquée par Malraux, le XXIe siècle sera spirituel, etc. Moi, je ne sais pas si le XXe sera spirituel. Je ne sais pas si nous avons intérêt à ce qu'il ne soit que cela. Car ce que je crois savoir en tant que maçon, c'est que ni la rationalité seule, ni la spiritualité seule ne sont capables de protéger les êtres humains de ce mal qui est le leur et qui les taraude depuis leur origine, dans le processus d'hominisation, et qui est celui du fanatisme et de l'intolérance. Que le fanatisme ou l'intolérance soient mis au service des causes les plus ignobles ou les plus nobles. Car lorsque le fanatisme est mis au service d'une cause ignoble, on peut le regretter, on doit le combattre, mais on peut le comprendre intellectuellement. Intellectuellement, pas moralement, on peut le comprendre, car on est en présence d'un système fermé, dont les objectifs et les moyens, les causes et les effets se correspondent et se répondent. Mais lorsque le fanatisme est mis au service d'une cause ignoble, il dégrade et disqualifie cette cause dont il prétend servir les intérêts. Pourquoi? Mais parce que l'être humain est un être complexe, terrifiant et complexe, d'une richesse exceptionnelle, et terrifiant par ailleurs, qui est capable de massacrer ses contemporains au nom de l'amour, qui est capable de les enchaîner au nom de la liberté, qui est capable de les rendre fous au nom de la raison, et en somme de faire régner la terreur au nom de la vertu. Alors, devant cette complexité et cette nécessité de repenser un certain nombre des fondamentaux, les frères de la Grande Loge de France voudraient que ce XXIe siècle soit aussi, enfin et surtout, spirituel ou pas, rationnel ou pas, plutôt contraction et conjugaison des trois dimensions de son génie, rationalité, spiritualité, éthique. Il voudrait que ce siècle soit surtout, et enfin, le siècle de l'humain, majuscule. Un humain qui a compris que les différences entre les êtres humains constituent l'insondable richesse d'une espèce qui a su dépasser son instinct et construire un monde des cultures, des valeurs, des civilisations, etc., etc. Mais un humain qui est obligé de comprendre également que cette construction ne pourra passer que par la revendication d'un universel majuscule et que cet universel est le fruit d'une volonté et d'une énergie à mettre en œuvre. Je résume. Nous avons écouté Nietzsche, qui considérait que Dieu était mort après Dostoïevski et d'autres. Nous avons balancé à terre toutes les transcendances.
Mais nous avons institué une nouvelle transcendance et nous avons mis l'individu au sommet de la pyramide. Ouais. Et du sommet de cette pyramide, dont la seule mémoire risque de n'être un jour qu'un cours de bourse, ce qui n'est pas vraiment suffisant pour fonder un projet de civilisation, cet individu, quand il regarde en dessous, se rend compte du néant de valeur sur lequel il est installé. Eh bien, il serait peut-être temps et intéressant pour nous tous, et je m'adresse cette injonction à moi-même tout d'abord, il serait peut-être temps qu'on le descende du sommet de sa pyramide et qu'on le place au centre d'un cercle, considérant qu'il est responsable de la totalité de ce qui se trouve à l'intérieur du périmètre, ce qui nous permettra de ne pas générer des dégâts collatéraux dans notre effrayante et effarante volonté de progrès scientifique et technique qui ne respecte pas la nature dans laquelle nous vivons et qui ne respecte pas forcément les humains non plus. Aujourd'hui, dans la charte du pacte mondial, on est obligé de dire, lorsqu'on signe les 10 principes du pacte mondial, de la responsabilité globale et du développement durable, on est obligé de dire, dans les entreprises, que l'on refusera de faire du commerce avec des entreprises qui emploieraient des enfants. Eh bien, je crois qu'il est temps, de ce point de vue-là, que l'on se réveille et que l'on considère et que la nature et que les êtres humains ne peuvent pas être regardés du sommet d'une pyramide, mais qu'ils doivent être vus dans la dimension de co-responsabilité permanente d'un humanisme nouveau et à refonder, qui reprendra dans ses principes ce que nos prédécesseurs, Athènes, Jérusalem et Rome, nous ont légué au travers des hommes de la Renaissance et des penseurs du XVIIIe, incontestablement, mais un humanisme qui manifestera que l'être humain est un ensemble au milieu d'un tout et qu'il ne prend son sens que lorsqu'il se met dans une posture de respect vis-à-vis de ce tout qui l'entoure et dont il n'est qu'une infime partie. J'ai terminé. Merci.